La première fois que mon fils m'a traité d'étourdi, il l'a dit avec un sourire. Pas un sourire cruel, pas un sourire blessant, juste ce genre de sourire poli et convenu qu'on arbore quand on essaie d'être patient avec quelqu'un qui n'est plus tout à fait lui-même. Nous étions assis à table. Poulet rôti, haricots verts trop cuits, ces haricots en conserve bon marché. Je l'avais remarqué parce que Margaret, ma défunte épouse, disait toujours que les haricots en conserve étaient une insulte aux légumes en général, mais personne d'autre ne semblait s'en soucier. « Maman », dit Daniel en tapotant son téléphone sur la table. « Tu nous as déjà raconté 2 fois l'histoire de la tombola de l'église. » Sa femme, Lindsay, laissa échapper un petit rire. « Ce n'est rien. Ma grand-mère faisait pareil. Elle faisait ça au passé, avant d'aller à la maison de retraite. » Je pliai soigneusement ma serviette et la posai à côté de mon assiette. « Je n'oublie pas, dis-je. Je me souviens à voix haute. » Daniel lança un regard à Lindsay. Un de ces regards silencieux des couples mariés. Toute une conversation en une demi-seconde. Elle serra les lèvres et hocha la tête, comme si elle pressentait quelque chose de tragique. C'est à ce moment-là que j'ai compris. Ils avaient déjà un avis tranché sur moi. Je m'appelle Evelyn Carter. J'ai 72 ans, je suis comptable à la retraite et, jusqu'à il y a 6 mois, j'habitais dans la maison que mon mari et moi avions achetée ensemble en 1978. 3 chambres, un escalier grinçant, et ce même papier peint jaune dans la cuisine dont tout le monde se plaignait, mais qu'on adorait en secret. Mes enfants couraient partout dans la maison comme des petits sauvages. Daniel, l'aîné, était toujours prudent, calculateur, le genre de garçon à ranger ses petites voitures par couleur et par taille. Ma fille Rebecca était différente. Bruyante, émotive, elle claquait les portes sans arrêt et annonçait qu'elle fuguait pour toujours, au moins une fois par semaine. Mais ils ont tous les 2 grandi et ils ont quitté la maison. Pendant 32 ans, il n'y a eu que mon mari Arthur et moi dans cette maison, jusqu'à son décès l'hiver dernier. Crise cardiaque, rapide, paisible, sans drame. Il était tranquillement installé dans son fauteuil, les yeux rivés sur les infos, et l'instant d'après, la télécommande lui avait glissé des mains. Le silence qui suivit fut assourdissant. Après les funérailles, les enfants commencèrent à venir plus souvent. Au début, c'était agréable. Daniel réparait des choses dans la maison. « Maman, cette marche du perron est branlante. Maman, ton détecteur de fumée est obsolète. Maman, tu ne devrais pas porter les courses toute seule. » Rebecca apportait des plats mijotés. Trop de fromage, trop de sel. Mais je les mangeais quand même. Il s'asseyait avec moi au salon et on parlait d'Arthur, de la façon dont il sifflait en se rasant, de comment il faisait semblant d'aimer mon pain de viande. C'était réconfortant, comme si la maison n'était peut-être pas si vide après tout. Mais peu à peu, les conversations changèrent. Un après-midi, Rebecca était assise en face de moi à la table de la cuisine. Elle avait la même expression qu'au lycée, quand elle s'apprêtait à demander de l'argent. « Maman, dit-elle doucement, as-tu déjà pensé à déménager dans un logement plus petit ?» Je remuai mon thé. Déménager dans un logement plus petit. Dans la maison. C'est trop grand pour une seule personne. Ce n'était pas trop grand pour ton père et moi. Elle soupira. C'était différent. Comment ça? Eh bien, tu es plus âgé maintenant. Voilà, c'était de nouveau ça. Plus âgé, fragile, temporaire. Je ne compte pas me mettre au roller, dis-je. Mais je ne suis pas non plus à l'article de la mort. Elle esquissa un sourire crispé. Personne ne le disait, mais ses yeux disaient le contraire. 2 semaines plus tard, Daniel arriva avec des papiers. De vrais papiers. Il les étala sur la table de la salle à manger comme s'il se préparait pour une réunion d'affaires. « Maman, c'est juste une procuration de base, dit-il. Au cas où il arriverait quelque chose. Quelque chose comme quoi? Eh bien, des problèmes de mémoire, des urgences médicales, tu sais. » J'ajustai mes lunettes et lus la première page. Du jargon juridique, des paragraphes denses, des signatures en bas. Je ne signerai pas ça, dis-je. Il cligna des yeux. Pourquoi pas? Parce que je n'ai rien. C'est juste par précaution. Non. Sa mâchoire se crispa un instant. Puis il se laissa aller dans son fauteuil. Maman, dit-il, la semaine dernière, tu as mis ton sac à main dans le réfrigérateur. Je fronçai les sourcils. Ce n'était qu'une fois.
Et tu as oublié l'anniversaire de Rebecca. Je n'ai pas oublié. J'ai appelé le lendemain matin. Encore ce mot. Exactement. Comme si cela confirmait ses dires. Je pliai les papiers et les lui rendis. Je ne suis pas incompétente, Daniel. Personne n'a dit que tu l'étais, mais tu le penses. Il ne répondit pas. Et parfois, le silence est plus éloquent que la vérité. Après cela, les visites devinrent plus stratégiques. Il posait les mêmes questions, formulées différemment. As-tu pris tes médicaments? As-tu pensé à fermer la porte à clé? Es-tu sûr d'avoir payé la facture d'électricité? Un soir, je surpris Rebecca en train de chuchoter à Daniel dans le couloir. Elle a laissé le four allumé hier. Juste 10 minutes. C'est comme ça que les incendies se déclarent. Je restai au bout du couloir à écouter, comme une étrangère chez moi. Puis vint le rendez-vous chez le médecin. Juste un test de mémoire de routine, dit Daniel. Rien de grave. Mais il a insisté pour venir avec moi. Rebecca aussi. La salle d'attente sentait l'antiseptique et les vieux magazines. Le médecin m'a posé des questions. Quel jour sommes-nous? Lundi. Quelle année? 2026. Qui est le président? J'ai répondu à tout, même aux questions pièges. Vous souvenez-vous de ces 3 mots? Pomme, chaise, bleu. Pomme, chaise, bleu, ai-je répété. 10 minutes plus tard, il a reposé la question. J'ai souri. Pomme, chaise, bleu. Daniel s'est agité sur son siège. Quand le médecin a quitté la pièce, Rebecca a croisé les bras. Vous avez sans doute passé une bonne journée, a-t-elle murmuré. Une bonne journée? J'ai dit, qu'est-ce que ça veut dire? Tu sais, parfois la mémoire est fluctuante. Ma mémoire, elle, ne l'est pas, ai-je rétorqué sèchement. Je ne suis pas un horaire de bus. Daniel s'est frotté les tempes. On ne peut pas éviter de se disputer. La véritable trahison est survenue un mois plus tard. C'était un jeudi après-midi pluvieux. Je m'en souviens car les gouttières débordaient et le salon sentait le bois humide. Daniel et Rebecca sont arrivés ensemble. Rien que ça m'a donné la nausée. Ils arrivaient rarement ensemble, sauf en cas de problème grave. Il faut qu'on parle, a dit Daniel. Les 4 mots les plus dangereux de la langue anglaise. Nous nous sommes assis dans le salon. Rebecca était perchée sur le bord du canapé, prête à s'enfuir. Daniel tenait un dossier. Puis un autre. J'ai parlé à un spécialiste, a-t-il dit. Et d'après ce que nous avons constaté, nous pensons qu'il est temps d'envisager une résidence pour personnes âgées. Ces mots m'ont frappé comme une gifle. Excusez-moi. C'est plus sûr, a ajouté Rebecca rapidement. Il y aurait du monde autour de vous, les repas préparés. Du personnel médical. Je ne vais pas vivre dans une maison de retraite. Maman, non. Daniel ouvrit le dossier et en sortit un document. On a déjà commencé les démarches. Ma poitrine se serra. Quelle démarche? La demande de tutelle. Un silence pesant s'installa. Tutelle? Répétai-je. C'est-à-dire que tu prends le contrôle de tout. C'est juste une protection légale, dit-il. Pour qu'on puisse gérer tes finances et prendre des décisions si ta mémoire décline. Rebecca évitait mon regard. Ma main se mit à trembler. Tu crois que je perds la tête? Murmurai-je. Non, dit Daniel. On pense que tu es vulnérable. Je laissai échapper un petit rire amer. Vulnérable à quoi? À mes propres enfants. Cette nuit-là, après leur départ, je n'arrivais pas à dormir. La maison semblait différente, plus froide, comme si les murs eux-mêmes pressentaient quelque chose. Assise à la table de la cuisine, je fixais la vieille horloge en bois qu'Arthur avait achetée aux puces. Tic, tic, tic. Et puis, je me suis souvenu de quelque chose. Pas un vague souvenir, pas un souvenir flou de vieille dame, un souvenir précis, net, cristallin. La voix d'Arthur. Tu t'occuperas des papiers s'il arrive quoi que ce soit. Moi. Evie. C'était toujours toi qui t'occupais des chiffres, et moi, j'avais tous les documents, toutes les clauses, toutes les signatures. Je savais exactement ce qu'on avait écrit dans ces contrats. Le lendemain matin, Daniel a appelé. Maman,
L'audience est fixée à mardi prochain. J'ai serré le téléphone plus fort. Tu crois vraiment que je suis incapable? Ai-je demandé. Il a hésité. C'est pour ton bien. J'ai regardé la pile de vieux dossiers sur le comptoir de la cuisine, soigneusement étiquetés, parfaitement rangés, exactement comme je les avais toujours conservés. Je vois, ai-je dit doucement. Maman, ne complique pas les choses inutilement. J'ai souri intérieurement. Il pensait que j'étais étourdie, confuse, impuissante. Mais il y avait une chose qu'ils avaient oubliée, une chose qu'ils n'avaient manifestement pas lue. Et mardi, quand l'avocat ouvrirait le document final de fiducie d'Arthur, tout allait changer. J'ai croisé les mains sur la table et j'ai murmuré dans la cuisine vide. Vous auriez dû lire chaque clause. Le mardi matin était plus froid que prévu, un froid qui s'insinue sous le manteau et vous transperce jusqu'aux os. J'avais enfilé mon tailleur bleu marine, celui que je réservais aux taxis et aux réunions. Le tissu sentait encore légèrement le cèdre, comme dans l'armoire. Je me suis coiffée avec soin, j'ai mis un peu de rouge à lèvres, rien d'extravagant, juste de quoi me rappeler que j'étais encore une personne, pas une patiente, pas un dossier, pas un problème à gérer. Quand je suis entrée au tribunal, Daniel et Rebecca étaient déjà là. Ils étaient assis côte à côte sur le banc en bois devant la salle d'audience. Daniel portait un costume gris, Rebecca un chemisier crème qui coûtait probablement plus cher que mes courses mensuelles. Ils avaient l'air confiants, comme s'ils attendaient juste que les formalités administratives soient finalisées, comme si la décision était déjà prise. Rebecca m'a remarqué la première. « Oh » a-t-elle dit, surprise. « Tu es venue seule. » « Bien sûr, » ai-je répondu. « Je ne suis pas assignée à résidence. » Daniel s'est levé. « Maman, on aurait pu venir te chercher. Je sais encore conduire. » Il a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Ce regard familier a échangé entre eux. Encore cette conversation silencieuse. Pauvre maman, elle ne comprend pas. J'ai failli rire. Dans la salle d'audience, l'air sentait le papier et le vieux bois. La juge était une femme mince, au regard perçant et à la voix qui ne laissait aucune place à l'absurdité. L'avocat de Daniel prit la parole le premier, un homme grand, à la voix distinguée et aux cheveux parfaitement coiffés. « Votre honneur, commença-t-il. Mes clients s'inquiètent des pertes de mémoire de leur mère et de sa capacité à gérer ses affaires. » Perte de mémoire. Ces mots résonnèrent comme de la fumée. Il décrivit les incidents. Le sac à main dans le réfrigérateur, l'anniversaire oublié, la cuisinière laissée allumée. Chaque détail présenté comme une preuve à charge. Rebecca alla même jusqu'à s'essuyer les yeux avec un mouchoir. Une performance digne d'une récompense. Je restai assise, les mains jointes sur les genoux, attendant. Puis la juge se tourna vers moi. « Madame Carter, êtes-vous représentée ?»« Oui, votre honneur, » répondis-je. La porte du tribunal s'ouvrit derrière moi, et maître Harold Whitman entra. L'avocat d'Arthur, cheveux blancs, démarche lente, mais un esprit d'acier. Le visage de Daniel se décomposa. « Monsieur Whitman, » murmura-t-il. Les yeux de Rebecca s'écarquillèrent. « Que fait-il ici ?» Je ne me retournai pas. Je me contentai de sourire. Monsieur Whitman ajusta ses lunettes et s'approcha du banc. « Votre honneur, je représente Madame Evelyn Carter, à titre personnel et en tant qu'unique administrateur du Carter Family Trust. » L'avocat de Daniel cligna des yeux. « Un trust ?» Monsieur Whitman hocha calmement la tête. « Oui. Créé il y a 12 ans par Arthur et Evelyn Carter. » Je sentais la tension derrière moi, comme deux statues réalisant soudain qu'elles marchaient sur une fine couche de glace. Le juge se pencha en avant. Quel est le rapport entre ce trust et la requête de tutelle? Monsieur Whitman ouvrit un épais dossier. Le bruit des papiers qui glissaient hors du dossier était étrangement satisfaisant. Beaucoup, votre honneur. Le trust comprend plusieurs clauses spécifiquement conçues pour des situations comme celle-ci. Daniel se remua sur son siège. Rebecca murmura. Quelle clause? Je gardai les yeux fixés sur le juge. Monsieur Whitman commença à lire. Clause 7. Dans le cas où l'un ou l'autre des bénéficiaires tenterait d'établir une tutelle légale ou de déclarer autrement. Le tuteur survivant est déclaré mentalement incapable sans certificat médical de déficience cognitive. Il marqua une pause.
Le silence était pesant. La part de ce bénéficiaire dans la succession sera immédiatement révoquée. La chaise de Daniel grinça sur le sol. Quoi? Dit-il sèchement. Rebecca resta bouche bée. Ce n'est pas possible, poursuivit calmement M. Whitman. Article 8. Tout bénéficiaire qui intente une action en justice contre le tuteur pour prendre le contrôle des actifs perd tous ses droits successoraux. Le juge haussa un sourcil. Et quelle est la valeur de la succession, Monsieur Whitman? Il s'éclaircit la gorge. Environ 4 à 6 millions de dollars, votre honneur. Un silence de mort s'abattit sur la salle. Rebecca se tourna lentement vers moi. Maman, c'est vrai. Je finis par la regarder. Oui, répondis-je. Daniel se leva. C'est absurde. On essayait de l'aider. Monsieur Whitman ne lui jeta même pas un regard. Article 9 stipule que l'intention est sans importance. C'est l'action elle-même qui entraîne la déchéance. Daniel devint rouge de colère. Vous ne nous l'avez jamais dit. À propos de ça, j'ai incliné la tête. Tu ne m'as jamais rien demandé. Rebecca s'est penchée en avant, la voix tremblante. Maman, tu ne nous ferais pas ça. Est-ce que tu te le ferais à toi? Comme si c'était moi qui les avais traînés devant le tribunal. Comme si c'était moi qui chuchotais dans les couloirs. Comme si j'avais essayé de contrôler leur vie. Je n'ai rien fait, ai-je dit doucement. C'est toi qui as déposé la requête. Daniel a serré les poings. C'est un malentendu. On peut la retirer. Monsieur Whitman a secoué la tête. Trop tard. Le dépôt lui-même active les clauses. Le juge a baissé les yeux sur les documents. Donc, pour être clair, si cette requête en tutelle est acceptée, les 2 enfants perdent leur héritage. Oui, votre honneur. Et s'il la retire, Monsieur Whitman a tourné une autre page. Clause 10. Toute tentative de retrait d'une action en justice après son dépôt ne rétablit pas le statut de bénéficiaire. Rebecca a laissé échapper un petit sanglot. Daniel fixait le sol. Le juge a croisé les mains. Eh bien, cela change certainement le ton de cette audience. Elle a regardé, à Daniel. Souhaitez-vous toujours demander la tutelle? Il hésita. Pour la première fois de sa vie, mon fils n'avait aucun plan. Rebecca lui prit le bras. Daniel, on ne peut pas tout perdre. Il déglutit difficilement. Mais et si quelque chose lui arrivait vraiment? Je haussai un sourcil. Ce genre de danger mystérieux et imaginaire qu'il n'arrêtait pas d'évoquer. La juge tapota son stylo. Monsieur Carter, avez-vous des preuves médicales d'un trouble cognitif? L'avocat de Daniel feuilleta ses papiers. Non, votre honneur, seulement des observations anecdotiques. La juge acquiesça. Alors je ne vois aucun motif pour la tutelle. Elle leva son marteau. Cette requête est rejetée. Le bruit du marteau frappant le bois résonna dans la salle. Un coup sec et définitif. Dehors, dans le couloir, il faisait plus froid qu'avant. Rebecca me rattrapa la première. « Maman, s'il te plaît, dit-elle. On s'inquiétait juste pour toi. »« Vraiment ?» demandai-je. Ses yeux se remplirent de larmes. « Oui. On ne voulait pas que tu te fasses mal. » J'observai son visage. Le même visage que j'avais embrassé 1000 fois pour lui dire bonne nuit. Le même visage qui pleurait à la mort de son poisson rouge. Mais maintenant, il y avait autre chose. De la peur. Pas pour moi, pour l'argent. Daniel s'approcha. On ne connaissait pas cette fiducie. Si on l'avait su, on ne l'aurait jamais fait. Exactement. Je l'interrompis. Il fronça les sourcils. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu ne t'inquiétais pas pour moi, dis-je. C'était une question de contrôle. Ce n'est pas juste, n'est-ce pas? Je me penchai légèrement. Tu as essayé de prendre ma maison, mes comptes, mes décisions sans même me parler honnêtement. Rebecca s'essuya les yeux. On pensait que tu oubliais des choses. Je souris doucement. Je me souviens de chaque anniversaire, de chaque genou écorché, de chaque fièvre nocturne, de chaque fois que je suis restée éveillée à m'inquiéter pour toi aussi. Ma voix s'adoucit et je me souviens de chaque clause de cette fiducie. Ils restèrent là, silencieux. 2 adultes qui paraissaient soudain si petits.
Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? Demanda Daniel doucement. Je remis mon manteau en place. Maintenant, dis-je, je rentre à la maison. Et nous? Je fis une pause. Le couloir sentait légèrement le cirage et le vieux café. Vous devrez vous reconstruire, dis-je sans compter sur la mienne. La lèvre de Rebecca trembla. Maman, tu nous coupes les ponts. Je la regardai. Vraiment. Je la regardai encore. Je ne vous coupe pas les ponts, dis-je. Mais je ne cautionne pas la trahison non plus. 3 mois plus tard, je vendis la maison. Non pas par obligation, mais par envie. Le papier peint jaune resta. Un petit morceau d'histoire pour la famille suivante. J'emménageai dans un petit appartement au bord du lac. 2 chambres, des fenêtres lumineuses, des matins paisibles avec un café sur le balcon. Le calme. Daniel et Rebecca m'appelaient encore parfois, des conversations maladroites et prudentes, plus question de ma mémoire. Plus de chuchotements dans le couloir. Juste de lentes et laborieuses tentatives pour redevenir une famille. Un soir, assise au bord du lac, je contemplais le coucher du soleil. Le ciel devint orange, puis rose, puis violet foncé. Arthur aurait adoré. Je sortis les anciens documents de fiducie de mon sac, je passai mes doigts sur les pages, chaque clause, chaque signature, chaque ligne que nous avions écrite ensemble. Il disait toujours, les chiffres ne veulent rien dire. Mentir. Les gens le font. J'ai souri doucement. Il pensait que j'étais étourdi. Arthur, ai-je murmuré. L'eau ondulait doucement dans la brise du soir, mais je me souvenais.